Mais pas du tout, du tout. Et donc, cette nouvelle loi, brutale comme elle est une loi qui est un véritable changement de paradigme. C'est une loi qui va faire passer, et alors là je m'adresse aux RH qui font quelques études en ce moment sur le sujet, qui va faire passer de la consommation d'heures de formation, avec une vision administrative de la formation, à une véritable stratégie qualitative de développement des compétences de l'individu. Et donc, le point essentiel de cette nouvelle loi, qui a l'air relativement banal, parce qu'on dit « oh, c'est jamais que le DIF qui est revu, droit individuel à la formation », pas du tout. Le CPF, qui est le compte personnel de formation, est quelque chose qui est l'acquisition d'un nombre d'heures par un individu à partir du premier jour où il travaille. C'est-à-dire, même lorsqu'il est dans une université et qu'il va aller faire des stages chez McDonald's, il va commencer à acquérir des heures de CPF, de crédit formation personnelle, crédit personnel de formation. Et donc, qu'est-ce qui va changer? C'est que cette fois, l'individu est l'acteur essentiel de son développement en compétences. Ça lui appartient, ça n'appartient plus à l'entreprise. Avant, la formation professionnelle appartenait à l'entreprise. Aujourd'hui, elle appartient à l'individu. Ce qui fait que ça va lui donner aussi un certain nombre de devoirs, bien entendu. L'entreprise ne s'en dégage pas pour autant, puisque dans le texte, on n'a pas oublié la notion du dialogue social. Et alors là, ça renverra au coaching, parce que dans le dialogue social, il y a la notion d'entretien tous les 2 ans autour du projet personnel. Donc il y a une obligation pour l'entreprise qui consiste à accompagner les salariés, si on le lit dans le bon sens du texte, dans le développement personnel de leurs compétences. Et il y a une véritable question qui se pose. Qui va le faire dans l'entreprise? Très intéressant. Réfléchissez-en 2 secondes. Le manager, le N+1, très difficile. Vous imaginez dans votre position, aller voir votre N+1 en lui disant alors chef, j'ai un projet personnel qui est de quitter votre service, parce que vraiment, je m'y plais pas, hein, je vous aime pas en plus, j'ai envie de faire autre chose. Je caricature, mais on comprend bien que l'individu va avoir beaucoup de mal à s'exprimer librement dans son projet personnel vis-à-vis de son manager. C'est d'autant plus difficile qu'il aime peut-être bien son manager, qu'il aime peut-être bien son travail, mais qu'il a des aspirations à faire autre chose. Et que, manque de chance, au moment où il avait envie d'en parler à son manager, le manager lui a remis une petite augmentation de salaire pour le remercier du travail qu'il faisait. Mais ça le met dans une position extrêmement difficile. Alors, qui va le faire? La fonction RH. J'ai suggéré que ce soit éventuellement les syndicats qui prennent ça en charge, donc le dialogue social, qui pourrait tout à fait se responsabiliser pour, d'ailleurs, on en parle beaucoup avec eux, pour accompagner les salariés dans la compréhension de ce qu'est le développement de ses compétences et l'accès à la formation. Est-ce que c'est un collègue d'un autre service, c'est-à-dire des correspondants qu'on formerait justement à l'accompagnement du projet personnel? Vous voyez, il y a tout un questionnement, et là on entend bien derrière, parce qu'il y a aussi l'orientation, hein, en arrière-plan dans cette loi-là, on comprend bien derrière tout ça qu'il y a un véritable rôle qui va se dessiner pour accompagner les individus dans la construction de leur projet personnel. Ça, c'est tout le côté positif de cette loi, c'est tout l'intérêt de cette loi. Je vais vous en donner le côté un peu plus difficile. Parce qu'on est en France, parce que nous sommes dans un pays assisté, et que, malheureusement, il n'y a pas d'argent pour financer tout ça. Si, il y en a pour l'année prochaine, il y en a pour dans 2 ans, mais globalement, si on fait la réalité du calcul que peut représenter ce compte formation pour les individus, on ne sait pas aujourd'hui comment on va le financer. Donc, c'est un peu compliqué parce que on a supprimé l'obligation fiscale en disant que l'obligation fiscale des entreprises, qui était 1,6, n'avait pas de sens puisque la plupart des entreprises dépensaient plus que le 0,9 du 1,6 qui leur était rétribué pour former leurs collaborateurs. Donc on a dit c'est plus la peine de le garder, les entreprises vont le faire toutes seules. On a donc transformé ça dans une obligation simplement de 1%. Et donc dans ce 1%, 20% de ce 1%, alors je vous donne juste les chiffres comme ça, mais en gros 20% de ce 1% va servir à financer le compte personnel de formation. Alors à ça se rajoutera un petit autre chose, parce que dans ce 1%, il y a un prélèvement qui va
au fonds paritaire de solidarité, de la formation professionnelle, etc., bon, qui va capter des fonds, qui va redistribuer lui-même une partie de ces fonds. Il y a une part qui va sur la formation en alternance, etc. Bon, enfin, en gros, voilà. En tout cas, ce qu'il faut en retenir, et c'est ça l'essentiel, c'est que désormais, ce 1% ne financera que des formations qualifiantes ou certifiantes. Ça, c'est important parce que c'est un grand changement. Parce que vous qui vous posez la question de l'avenir en formation, concrètement, jusqu'à présent, on allait voir les entreprises, puis on leur disait, bah, si on va voir votre OPCA, peut-être qu'on peut monter un plan de formation et faire financer une formation de 2 jours, une formation de 3 jours, une formation de 10 jours, un accompagnement. C'est, on peut dire, terminé. Il n'y a plus de fonds pour ça. Donc, globalement, ça renvoie à l'entreprise le financement de ces actions-là. Dans les grandes entreprises, pas trop de soucis, il y a de l'argent, ils avaient l'habitude effectivement de dépenser plus que le 0,9, et de toutes les façons, depuis la loi de 2009, il n'y avait plus de possibilité d'aller prendre l'argent des petits pour financer les grands. Donc les grands, évidemment, avaient plus intérêt à cotiser dans les OPCA. Qui est pénalisé concrètement aujourd'hui, et c'est pour ça que la CGPME n'a pas voté, n'a pas signé l'accord, ce sont les entreprises entre 10 et 300 salariés. D'accord ? Et moi j'irais jusqu'à 500, hein, c'est-à-dire toutes ces entreprises, en fait toute cette tranche d'entreprises qui réellement avaient besoin de la mutualisation des fonds pour financer des actions de formation relativement ponctuelles. Et par rapport à cela, nous avons, nous, émis 2 inquiétudes, et nous essayons de faire passer, enfin, travailler sur ces 2 idées. La première, c'est qu'il n'y a pas que les certifications, il n'y a pas que les formations qualifiantes et certifiantes qui développent les compétences. Et ça, excusez-nous de l'éducation nationale, mais c'est une vision très française, avec une diplômite aiguë, où aujourd'hui, on n'embauche que des gens qui sont certifiés, et si on n'est pas Bac+5, on n'aura pas de carrière dans la vie du cadre supérieur. Donc globalement, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place de la VAE, je vous ai dit, je suis un terroriste, mais je dis ce que j'ai à dire, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place de la VAE, pour permettre à des gens d'avoir l'équivalent d'un diplôme pour avoir une chance de pouvoir accéder à un poste supérieur. Ça, c'est complètement français. Je peux vous garantir que pour travailler à travers le monde entier, le diplôme est quelque chose de fondamental, de très important, auquel j'accorde une très grande importance. Mais quand on répond là en ce moment à un appel d'offres au Maroc, et que le Maroc nous dit il nous faut des consultants diplômés Bac+5, on dit ouais, si vous voulez. Donc comme je ne suis pas Bac+5, a priori je ne viens pas. En tout cas, je ne vais pas leur dire que je le suis. Et là, on est amusé parce que de toute façon, on leur a dit qu'on ne répondrait pas à l'appel d'offres. D'accord ? On a dit, en plus, c'est pour une organisation de formation. Hein. On a dit, si vous copiez la France, c'est votre problème. Mais nous, on ne va pas défendre ce projet-là. D'accord ? Donc, on a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ne finançable que des formations qualifiantes. Avec un paradoxe. Le compte personnel de formation, 150 heures. D'accord ? Avec un autre paradoxe. Comment on libère les salariés 150 heures quand on n'est pas une grande entreprise ? Donc, il faut absolument, puisque ceux qui vont décider sont le répertoire national des certifications professionnelles, donc les titres et les diplômes, très bien, il faut évidemment que les gens puissent accéder à des titres et des diplômes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, bien sûr. C'est ensuite les branches qui vont décider des types de formations qui pourraient rentrer au titre du CPF, mais faut-il qu'elles soient normalement certifiantes. Et ensuite, ce sont les régions qui récupèrent le financement de la formation professionnelle et qui vont décider des formations au vu des observatoires territoriaux qu'ils souhaitent développer dans leur région. Et ce que l'on peut regretter dans cette loi, c'est qu'on n'y ait pas mis une place plus importante au passeport de compétences et aux certifications de CV. D'accord ? C'est-à-dire la possibilité, comme vous voulez le faire aujourd'hui, de reconnaître à un individu qu'il est compétent par un tas de morceaux à la fois de formation formelle et informelle qu'il a pu obtenir pour développer un niveau de compétence. Et c'est très intéressant parce que j'ai fait partie de ceux qui ont créé en France la certification de compétences professionnelles, les CCP à l'époque.
Puis est venue la VAE. Il faut bien comprendre que la VAE n'est pas une certification de compétences. La VAE est une équivalence de diplôme. Je vais encore faire un gag de terroriste, mais j'avais un dirigeant que j'accompagne qui me disait « Hubert, j'ai ma secrétaire qui vient de passer une VAE pour un BTS de secrétariat ou d'assistant, je ne sais plus, d'assistant de gestion, peu importe. » Je dis « Oui, ben c'est bien. » Il me dit « Oui. Maintenant, elle est reconnue au même diplôme d'incompétence d'une jeune fille qui sort de 2 ans d'études, alors qu'elle a 20 ans d'expérience. » C'est intéressant. Donc elle a développé un niveau de connaissance et de compétence qui est logiquement le référentiel du diplôme, ce qui est très bien. Mais sa VAE ne reconnaît pas l'expérience professionnelle qu'elle a. Et donc là aussi en France, on a un grand vide entre compétence et performance, entre expérience et expérimentation, etc. Voilà. Donc il y a tout un champ aujourd'hui qu'on peut regarder dans la formation professionnelle, qu'on n'a pas encore exploré, qu'on ne sait pas.